Ma femme a été enregistrée à son insu en train de dire à son coach, « Tu sais, mon mari, c'est juste mon compte bancaire personnel. Trop ennuyeux pour me satisfaire, mais parfait pour payer les factures. T'es le seul vrai homme dont j'ai besoin. » Je lui ai envoyé l'enregistrement, j'ai coupé ses cartes de crédit et je lui ai fait remettre les papiers du divorce. Son vrai homme l'a ghosté en quelques heures. Salut tout le monde, avant qu'on se lance dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner, c'est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, lançons la vidéo. Bon, Reddit, voici ce qui s'est passé durant les 8 derniers mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Attachez vos ceintures, parce que ça devient complètement dingue. Les noms ont bien sûr été changés, mais tout le reste est 100% réel, et j'ai tous les documents pour le prouver. Moi, homme de 33 ans. Ma future ex-femme, Jessica, femme de 29 ans. Nous étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 9 au total. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne. Je gagne environ 82 000 $ par an, ce qui est un bon salaire dans ma région du Midwest. Pas riche, mais assez confortable pour une vie de classe moyenne décente, si on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent. Laissez-moi vous dresser le portrait complet de qui je suis, comparé à qui elle est, parce que ce contraste est essentiel pour comprendre à quel point toute cette histoire est devenue tordue. J'ai grandi dans la misère totale, dans un parc de mobile homes, du mauvais côté de la ville. Mère célibataire qui bossait 2 boulots juste pour garder les lumières allumées. Bon d'alimentation, vêtements achetés à l'association pour aller à l'école, sandwich au fromage du gouvernement pour le déjeuner. Vous voyez le tableau. Tout ce que j'ai dans la vie, je l'ai arraché de mes propres mains. J'ai commencé à travailler à 14 ans, plongeur dans un petit resto local. Ensuite, j'ai emballé des courses, puis fait du paysagisme et de la construction tout au long du lycée. J'ai eu une moyenne de 3,8 sur 4, malgré mes 25 heures de travail hebdomadaire, parce que je savais que l'éducation était mon seul billet pour sortir de la pauvreté. Je suis allé d'abord dans un community college pour économiser. J'habitais chez ma mère, je bossais sur les chantiers l'été. Puis, j'ai été transféré dans une université d'État pour mon diplôme de commerce, toujours en travaillant à mi-temps et en vivant avec des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuète. J'ai obtenu mon diplôme sans aucune dette, parce que j'étais prêt à tout sacrifier pour mon avenir. Après l'université, j'ai commencé comme assistant chef de projet chez Morrison Construction, avec un salaire de 38 000 $. J'ai bossé comme un dingue, j'ai pris toutes les heures sub possibles, je me suis porté volontaire pour les pires tâches que personne ne voulait. J'ai eu 3 promotions en 5 ans. Au moment où j'ai rencontré Jessica, je gagnais correctement ma vie et j'avais économisé assez pour acheter une petite maison. Rien de luxueux, mais elle m'appartenait, et l'hypothèque était gérable. Jessica, c'était l'exact opposé de mon univers. Petite princesse des banlieues, qui n'a jamais manqué de rien de toute sa vie. On s'est rencontrés à une fête, quand j'avais 24 ans et qu'elle en avait 20. Encore à la fac, en communication ou autrement dit, faire la fête à un niveau professionnel, avec une spécialité en comment dépenser l'argent des autres. Elle était absolument magnifique, longs cheveux blonds, corps parfait. Elle savait s'habiller comme si elle avait de l'argent, elle dégageait cette assurance qu'on a seulement quand on n'a jamais eu à s'inquiéter pour payer une facture. Moi, j'étais ce gars un peu brut, ouvrier du bâtiment, qui n'avait jamais eu une copine aussi belle qu'elle. Elle était clairement hors de ma portée, et je le savais. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle semblait s'intéresser à moi. Avec le recul, je réalise très bien pourquoi elle s'est intéressée à moi, j'avais un emploi stable, une maison à moi, et aucune dette. J'étais la cible parfaite. Les signaux d'alerte étaient là dès le premier jour, mais je pensais avec ma queue au lieu de mon cerveau. Elle n'a jamais payé quoi que ce soit pendant nos rendez-vous, pas une seule fois, même pas un café. Je passais la prendre dans mon Silverado 2011, et elle râlait que c'était trop haut pour monter avec ses talons. Quand on sortait au resto, elle commandait le plat le plus cher du menu, sans même regarder les prix, puis elle restait là, sur son téléphone, pendant que je payais l'addition. Quand on a emménagé ensemble après qu'elle a eu son diplôme, elle disait qu'elle ne trouvait rien dans son domaine. Alors, j'ai payé le loyer, les charges, les courses, l'essence, tout, pendant qu'elle cherchait la bonne opportunité. Cette recherche a duré exactement 8 mois, avant qu'elle découvre sa véritable vocation, vivre professionnellement à mes frais. Ses parents,
Robert et Linda semblaient assez sympas en apparence, mais j'aurais dû voir leur dynamique. Ils avaient clairement pourri Jessica gâté toute sa vie. Robert gagnait bien sa vie comme courtier en assurance, mais on voyait qu'il en avait marre de financer le train de vie de sa fille. Linda était l'une de ces mères de banlieue, qui paraissait gentille, mais transpirait cette forme de droit au luxe, comme si leur famille méritait tout. On s'est mariés en mai 2018. Grand mariage, qui m'a coûté 31 000 $. Et quand je dis « m'a coûté », c'est littéralement, parce que ses parents ont contribué exactement 0 $, tout en ayant plein d'avis sur le lieu, les fleurs, le groupe, la nourriture. Jessica insistait pour qu'on ait un mariage parfait, parce que c'est le plus beau jour de notre vie, et on ne se marie qu'une fois. Ironique, avec le recul. J'ai tout mis sur mes cartes de crédit, parce que je voulais la rendre heureuse, en pensant qu'on rembourserait ensemble, quand elle commencerait à bosser. Elle a travaillé dans une agence de marketing exactement 4 mois après le mariage. 4 putains de mois. Puis, elle a démissionné, parce que son patron créait un environnement de travail hostile, et que le boulot affectait sa santé mentale. En traduction, il s'attendait à ce qu'elle soit à l'heure, qu'elle ne soit pas sur son téléphone pendant les réunions, et qu'elle produise réellement du travail, au lieu de traîner sur Instagram toute la journée. C'est là que s'est installé le schéma qui allait définir les 5 années suivantes de notre mariage. Jessica s'est lancée dans une quête sans fin de découverte de soi, qui, bizarrement, n'incluait jamais le fait de gagner de l'argent. D'abord, une formation de prof de yoga, 2800 $. Ensuite, certification de coach de vie, 3500 $. Ensuite, elle devait guérir sa relation avec la nourriture, à travers des cours de nutrition, 1200 $. Ensuite, elle a découvert la méditation, et il fallait qu'elle participe à des retraites, 4100 $ pour 3 week-ends. Mais le plus gros gouffre financier, c'était son parcours sportif. Elle s'est inscrite chez Elite Fitness. Cette salle de sport haut de gamme coûtait 180 $ par mois. Ensuite, elle a eu besoin d'un entraîneur personnel, parce que les cours collectifs ne lui apportaient pas l'attention individuelle qu'elle méritait. 2 séances par semaine à 125 $ chacune. Puis, il lui fallait du matériel spécialisé, des vêtements de sport, des compléments alimentaires, des protéines en poudre, des massages de récupération, tout le package. Chaque fois que je remettais en question ses dépenses, elle se mettait à pleurer et m'accusait de ne pas soutenir son évolution. Jake, j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même. Tu ne veux pas une femme qui prend soin d'elle? Tu ne veux pas que je sois heureuse? Et comme un idiot, je m'excusais et je lui tendais ma carte de crédit. Pendant ce temps, je bossais entre 50 et 55 heures par semaine, à gérer des projets de construction par tous les temps, 35 degrés en été, moins 10 en hiver, pluie ou neige, peu importe. Je rentrais à la maison épuisé, couvert de poussière, tandis qu'elle traînait en leggings de yoga à 200 $, parlant de son parcours de bien-être. Je lui demandais ce qu'on avait pour dîner, et elle me répondait qu'elle était trop fatiguée de son entraînement pour cuisiner. Alors je commandais encore à emporter. Elle m'a convaincu que tout ça n'était que temporaire. Une fois qu'elle aurait trouvé sa passion, elle commencerait à contribuer financièrement. On investissait dans son développement personnel, pour qu'elle puisse bâtir une carrière qu'elle aimerait. Je l'ai cru, parce que je voulais la croire. Et aussi parce que le sexe était encore bon, et qu'elle savait exactement comment me manipuler dès que je posais des questions un peu trop sérieuses. Pendant 5 ans, j'ai financé l'intégralité de son mode de vie pendant qu'elle se cherchait. Et tout ce temps, elle se cherchait au lit avec son entraîneur personnel, Derek, en se moquant de moi comme d'un pauvre type. Mon pote Tommy travaille dans la maintenance chez Elite Fitness. C'est un bon gars, on joue au poker 2 fois par mois avec d'autres collègues, et il m'a toujours dit les choses franchement. Il y a 3 semaines, il est resté tard pour réparer le système audio dans l'une des salles d'entraînement privées. Apparemment, des câbles avaient été croisés, et il y avait des interférences entre les pièces, donc il entendait les conversations de la pièce voisine à travers sa radio de travail. Tommy a reconnu immédiatement la voix de Jessica. Elle a ce rire très particulier, un peu fort et agaçant, le genre de rire qui fait se retourner les gens dans les restaurants. Au début, il allait ignorer ça, parce que personne n'a envie d'écouter par accident la séance de sport de quelqu'un. Mais ensuite, il a entendu mon prénom, puis quelque chose à propos d'argent. Alors il a continué à écouter. Ce qu'il a entendu pendant les 52 minutes suivantes lui a retourné l'estomac. Il a tout enregistré sur son téléphone et m'a appelé ce soir-là à 23h30, en me demandant si j'étais assis et si Jessica était à la maison. Tommy m'a envoyé le fichier audio via une application de messagerie cryptée.
J'ai attendu que Jessica parte à son club de lecture du mardi. Spoiler, il n'y avait pas de putain de club de lecture et je me suis installé dans mon garage pour écouter l'enregistrement en entier. J'avais besoin d'intimité, parce que j'avais le pressentiment que ça allait être horrible. C'était pire que horrible. C'était 52 minutes de ma femme en train de détruire, de manière méthodique, chaque illusion que j'avais sur notre mariage. La conversation commençait avec Jessica et Derek parlant de leur séance du jour. D'après les bruits et la discussion, il était clair qu'ils venaient tout juste de faire l'amour dans la salle d'entraînement privée. Derek lui demandait si elle se sentait coupable, et la réponse de Jessica m'a glacé le sang. Coupable de quoi? Jake est tellement putain d'aveugle, c'en est presque triste. Il travaille comme un chien, en pensant qu'il construit notre avenir, pendant que je suis ici à avoir le meilleur sexe de ma vie avec un vrai homme. Le pauvre petit bourreau de travail n'a aucune idée que sa reine est pleinement satisfaite. Derek a ri, et il m'a traité de « fournisseur bêta ». Jessica a approuvé, et elle a dit « c'est exactement ça ». Un gentil petit fournisseur, tellement reconnaissant d'avoir une femme sexy, qu'il ne pose jamais de vraies questions. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a littéralement brisé. Mon Dieu, s'il savait que je dépense son argent pour de la lingerie, juste pour l'enlever pour toi, dans ses pièces, mais honnêtement, Derek, il le mérite. Il rentre à la maison couvert de poussière de chantier, en parlant de planning de tuyaux et de livraison de béton, pendant que toi, tu me fais me sentir comme une vraie femme. Ils ont parlé de leur routine. Elle mentait à propos du club de lecture depuis plus d'1 an, rencontrant Derek tous les mardis et jeudis, pour ce qu'ils appelaient des « séances d'entraînement premium ». Elle s'est moquée de moi, disant que je faisais mes repas à l'avance chaque dimanche pour économiser de l'argent, pendant qu'elle dépensait entre 2 cents et $300 pour des dîners avec Derek dans des restaurants hors de prix. Mais la partie qui m'a vraiment achevé, c'est quand elle a parlé de notre avenir ensemble. Derek lui a demandé si elle se sentait parfois mal de me mentir, et sa réponse m'a glacé. « Jake, ce n'est pas mon mari. C'est mon plan financier. Je le garde parce qu'il est utile. Revenu stable, paie toutes les factures, ne demande jamais où passe l'argent. Il pense que je l'aime, mais en réalité, j'aime juste son salaire. Tant qu'il continue à se tuer au travail pour financer mon mode de vie, je continuerai à faire semblant d'être l'épouse parfaite, tout en obtenant ce dont j'ai vraiment besoin avec toi. » Derek l'a encouragé à continuer, clairement excité par ce rapport de domination. Jessica a poursuivi, le mieux, c'est à quel point il est reconnaissant. Comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il a réussi à avoir quelqu'un comme moi. Il se donne tellement de mal pour me rendre heureuse, il fait des heures sup pour payer mes séances d'entraînement, pendant lesquelles je te baise 2 fois par semaine. C'est presque trop facile. Ils ont ensuite parlé d'autres hommes avec qui elle avait couché. Apparemment, Derek n'était pas sa première liaison. Elle me trompait depuis notre 2e année de mariage, avec différents hommes, toujours en ciblant des types avec de l'argent, capables de financer son train de vie. Derek n'était que le plus récent, et celui qui avait duré le plus longtemps. Puis Jessica a dit quelque chose qui m'a donné envie de vomir. Je repensais à notre conversation de la semaine dernière sur les enfants. Si je tombe enceinte du bébé de Jake, ça garantit une pension alimentaire pendant 18 ans, même si on divorce. En plus, il ne me quitterait jamais si on avait des enfants, il est trop traditionnel. C'est comme un revenu assuré, pendant que je fais ce que je veux. Derek a suggéré qu'il pourrait continuer à se voir, même si elle avait des enfants. Jessica a ri et a dit, bien sûr que Jake le ferait. Il bosserait encore plus dur pour subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit, pendant que moi, j'obtiens tout ce que je veux. Gagnant-gagnant. La conversation a continué ainsi pendant près d'1 heure. Il parlait de comment manipuler les hommes de la classe ouvrière, ceux qui se sentent chanceux d'avoir une femme attirante. Derek racontait des histoires à propos d'autres clientes mariées avec qui il couchait, en appelant leurs maris des distributeurs automatiques ambulants et des bêta-bucks des fournisseurs faibles. Il riait de la facilité avec laquelle on pouvait exploiter des hommes juste reconnaissants d'avoir quelqu'un de beau dans leur vie. Vers la fin, Jessica a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, Jake croit qu'on construit une vie ensemble, mais en réalité, il finance juste la mienne. Il est tellement putain de naïf, c'en est presque triste. Mais bon, tant qu'il continue à ramener les salaires, je continuerai à jouer la femme parfaite, tout en comblant mes vrais besoins ailleurs. Je suis resté assis dans ce garage jusqu'à 3 heures du matin, à écouter l'enregistrement 4 fois, à décortiquer chaque mot. Quand Jessica est rentrée de son prétendu club de lecture, elle m'a embrassé sur le front, m'a dit qu'elle m'aimait et m'a demandé comment s'était passée ma soirée. Elle sentait le parfum de Derek et portait un rouge à lèvres qu'elle n'avait pas en sortant ce soir-là. Je fixais le plafond pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi,
probablement en rêvant de son entraîneur. Tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, sur ma femme, sur mon avenir, tout était basé sur des mensonges. J'avais l'impression que toute ma vie adulte n'avait été qu'une blague cruelle, et que tout le monde était au courant sauf moi. Mais alors que je restais là à encaisser la trahison, autre chose a commencé à naître en moi, pas seulement de la douleur et de la colère, mais une rage froide, calculatrice. Si Jessica voulait jouer avec ma vie et mon argent, j'allais lui montrer à quoi ressemblait un vrai joueur. Au matin, ma décision était prise. Ce ne serait pas un divorce classique, où elle recevrait la moitié de tout et partirait en riant. Ce serait la guerre totale, et j'allais les détruire tous les deux. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade, et j'ai conduit directement jusqu'au cabinet juridique Patterson et Associés. Mike Patterson gère les affaires légales de notre entreprise de construction depuis des années, contrats, responsabilités, conflits avec les ouvriers, tout le spectre. C'est un type direct, qui ne perd pas de temps en bavardage. Je suis entré dans son bureau à 9 h du matin et j'ai dit, « Mike, j'ai besoin du meilleur avocat en divorce que tu connaisses, et j'en ai besoin aujourd'hui. » Mike a tout de suite compris que c'était sérieux. Je lui ai fait écouter environ 10 minutes de l'enregistrement et les passages les pires, où Jessica parlait de moi comme d'un chèque de paie sur pattes. Il écoutait, son visage devenant de plus en plus rouge, la mâchoire crispée. Quand c'est fini, il est resté silencieux un long moment. « Jésus-Christ, Jake, a-t-il enfin dit. Cette femme est une putain d'enfer sur pattes. Mais elle est aussi incroyablement stupide, et ça, c'est génial pour nous. » Il a pris son téléphone et a appelé son associé, spécialisé en droit de la famille. « On ne va pas juste divorcer d'elle, a-t-il dit, on va l'anéantir. » Mike m'a orienté vers Linda Morrison, une avocate spécialiste du divorce avec 25 ans d'expérience, connue pour démonter les conjoints infidèles au tribunal. Son tarif de consultation était de 5 cents pour 2 heures, mais Mike m'a assuré qu'elle valait chaque centime. J'ai rencontré Linda cet après-midi-là et je lui ai tout exposé. Elle a écouté l'enregistrement dans son intégralité, prenant des notes très précises. Dans notre État, m'a-t-elle expliqué, l'adultère affecte significativement la pension alimentaire et le partage des biens. Mais ce que vous avez là va bien au-delà d'une simple infidélité, a-t-elle dit. Il s'agit de fraude financière, de manipulation émotionnelle, et possiblement de complot en vue de fraude si elle prévoit de tomber enceinte uniquement pour obtenir une pension. La stratégie de Linda était méthodique, rassembler des preuves accablantes, documenter chaque transaction financière, bâtir un dossier irréprochable qui laisserait Jessica sans rien. On ne va pas juste gagner ce divorce, a-t-elle dit. On va s'assurer qu'elle subisse les conséquences de ce qu'elle a fait. Première étape, engager un détective privé. Linda m'a recommandé Dal Williams, un ancien détective de police, spécialisé dans les cas de conjoints infidèles. Le tarif journalier de Dal était de $180, plus les frais, mais il garantissait des résultats. La plupart des infidèles sont des créatures d'habitude, m'a-t-il dit. Ils se sentent à l'aise, et deviennent négligents. On va tout documenter. Dal a commencé la surveillance immédiatement. En 3 jours, il avait confirmé le schéma de Jessica, elle rencontrait Derek 2 fois par semaine, parfois dans son appartement de l'autre côté de la ville, parfois dans des hôtels de luxe. Elle utilisait notre carte de crédit commune pour tout payer, y compris le service d'étage et les soins au spa. Les photos que Dal a obtenues étaient dévastatrices, Jessica et Derek entrant ensemble dans des chambres d'hôtel, s'embrassant sur des parkings de restaurants, se tenant la main en faisant du shopping pour des cadeaux coûteux, tout était horodaté et géolocalisé, tout payé avec l'argent que j'avais gagné en bossant 55 heures par semaine. Pendant que Dal recueillait les preuves de l'infidélité, j'ai engagé une experte comptable judiciaire, Patricia Chen, pour examiner en profondeur nos finances. Ce que Patricia a découvert m'a rendu littéralement malade. Au cours des 3 dernières années, Jessica avait dépensé $78 000 pour son soi-disant parcours de remise en forme et de bien-être, sans même compter l'abonnement de base à la salle de sport. Elle payait Derek $125 par séance, 2 fois par semaine, pendant 156 semaines. Cela représente $39 000. $39 000 juste pour les séances pendant lesquelles elle couchait avec lui. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Des vêtements de sport venant de Lululemon, Halo Yoga et d'autres marques hors de prix, pour un montant de $4 800 au cours des 18 derniers mois. Des compléments alimentaires, des poudres protéinées et des consultations nutritionnelles payées directement à Derek, $2 400. Des soins au spa et des massages thérapeutiques, qui servaient de couverture pour ses visites à l'hôtel, $11 200. Des restaurants haut de gamme où elle retrouvait Derek, $8 600. Des week-ends que je croyais être des visites chez sa sœur à Atlanta, $12 000.
Patricia a aussi trouvé quelque chose qui m'a fait trembler de rage, une carte de crédit secrète que Jessica avait ouverte en utilisant mes informations personnelles. Elle avait fait une demande en ligne en utilisant mon numéro de sécurité sociale, avait falsifié ma signature sur les documents, et utilisait cette carte depuis plus de 2 ans. Solde actuel, 28 400 $. Chaque dépense était liée à des recs ou à des achats de luxe pur. Des sacs à main de créateurs, 3 200 $. Des bijoux, 1000 $. Des dîners chers, 6 100 $. Des escapades dans des resorts de luxe, 9 400 $. Des cadeaux pour des recs, y compris une montre à 2100 $ et une veste en cuir à 16 $. Elle menait une vie complètement séparée, financée par un vol d'identité. Vol d'identité, fraude à la carte de crédit, adultère, infidélité financière, complot en vue de fraude. J'avais suffisamment de preuves non seulement pour gagner le divorce, mais potentiellement pour envoyer Jessica en prison. Mais Linda m'a suggéré d'aller encore plus loin. Les femmes comme elles ne fonctionnent jamais seules, m'a-t-elle dit. Voyons ce qu'on peut encore découvrir. Patricia a élargi son enquête et a découvert que Jessica possédait un compte bancaire séparé dont je n'avais jamais entendu parler. Elle siphonnait discrètement de petites sommes depuis notre compte joint depuis des années. Des montants tellement faibles que je ne les remarquais même pas, parce que je lui faisais une confiance totale. Le solde actuel du compte était de 19 600 $. La surveillance de Dahl a révélé que Derek dirigeait une opération bien rodée. Jessica n'était pas sa seule cliente mariée à recevoir des services spéciaux. Il avait au moins 4 autres femmes fortunées, toutes mariées, qui payaient des tarifs premium pour des entraînements privés, ce qui, en réalité, était clairement de la prostitution déguisée en coaching sportif. Pendant tout ce temps, pendant que je construisais un dossier nucléaire contre elle, Jessica se comportait comme si rien n'avait changé. Elle continuait à se plaindre d'être courbaturée à cause de ses séances intenses, continuait à me demander d'aller chercher à dîner parce qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner après l'entraînement, continuait à parler de refaire la décoration de notre chambre et évoquait même l'idée de fonder une famille bientôt. Elle se blottissait contre moi la nuit en me parlant de notre avenir, de combien elle était reconnaissante d'avoir un mari aussi travailleur, qui lui permettait de se concentrer sur son bien-être tout en planifiant d'utiliser mon salaire pour obtenir une pension alimentaire et continuer à baiser Derek avec mon argent. Je souriais et hochais la tête, tout en documentant secrètement chaque mensonge, en construisant le dossier qui détruirait sa vie entièrement. Le jeudi 12 octobre, Jessica est partie pour son habituel club de lecture avec Derek. Elle m'a embrassé en me disant qu'elle m'aimait et a ajouté « Ne m'attends pas chérie, on discute d'un roman vraiment complexe ce soir, ça risque de durer. » Je l'ai regardé s'éloigner dans la BMW X3 que je lui avais achetée pour son 28e anniversaire, se dirigeant vers une autre séance de sexe rémunéré déguisée en entraînement personnel. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, je suis passé à l'action. Premier appel, Elite Fitness. J'ai parlé directement au gérant, Greg, et je lui ai expliqué calmement que je voulais annuler l'abonnement de ma femme immédiatement. Il a essayé de me dire que l'abonnement était payé jusqu'à la fin du mois et qu'ils avaient une politique d'annulation de 30 jours. Soyons bien clairs Greg, ai-je dit. Si vous n'annulez pas cet abonnement maintenant et ne me remboursez pas, je vais envoyer à la chaîne locale d'information des enregistrements très intéressants sur ce qui se passe dans vos salles privées d'entraînement. Votre salle de sport sera fermée par les autorités sanitaires d'ici une semaine. Greg m'a mis en attente pendant 5 minutes, probablement pour consulter son supérieur. Il est revenu et m'a dit que l'abonnement avait été annulé immédiatement et que je recevrais un remboursement de 420 $ dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Deuxième appel, la société de notre carte de crédit conjointe. J'ai déclaré que la carte avait été volée et elle a été annulée sur le champ. Le représentant du service client m'a demandé si je voulais porter plainte contre la personne qui l'avait utilisée. Absolument, ai-je répondu. Je vais déposer une plainte à la police aujourd'hui. Troisième appel, la société de la carte de crédit secrète de Jessica. J'ai expliqué que quelqu'un avait ouvert un compte en utilisant mes informations personnelles sans mon consentement. Ils ont immédiatement placé une alerte de fraude sur mon dossier de crédit et ont lancé la procédure de litige. Le solde actuel de 28 400 $ allait être examiné comme des frais frauduleux. Quatrième appel, notre banque. C'était le plus important. J'ai parlé à ma conseillère bancaire personnelle, Karen, avec qui je travaillais depuis 6 ans. Je lui ai expliqué que je devais protéger mes actifs à cause d'un vol d'identité et d'une fraude conjugale. J'ai transféré 52 000 $ de nos 67 000 $ d'épargne conjointe vers un nouveau compte à mon nom uniquement. J'ai laissé exactement 15 000 $ pour couvrir l'hypothèque, les charges et les dépenses de base pendant 30 jours.
5e appel, le père de Jessica, Robert. Cette conversation était cruciale, car je savais que Jessica irait demander de l'aide à ses parents, et je voulais couper cette option immédiatement. Robert, c'est Jake. Je dois te dire quelque chose à propos de Jessica que tu n'as probablement pas envie d'entendre, mais que tu dois savoir. Je lui ai fait écouter un extrait de 5 minutes de l'enregistrement audio, la partie où elle parlait de m'utiliser comme sécurité financière tout en couchant avec Derek. Robert est resté silencieux un long moment. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix tremblait. Jake, je soupçonnais quelque chose comme ça depuis des mois. Les vêtements hors de prix, les soins au spa constants, son attitude quand elle nous rend visite. J'attendais cet appel. Il m'a dit qu'il devenait de plus en plus frustré par le comportement de Jessica, son sentiment de supériorité, sa paresse. Elle a 29 ans et n'a pas gardé un emploi plus de 4 mois depuis l'université, a-t-il dit. Linda et moi avons parlé de lui couper tout soutien financier. Ça y est, c'est décidé. Robert m'a promis qu'il ne donnerait pas un centime à Jessica lorsqu'elle viendrait inévitablement mendier, et qu'il soutiendrait toutes les actions juridiques que je déciderais de prendre. Elle a fait son lit, maintenant elle n'a plus qu'à y dormir, a-t-il dit. 6e appel, mon patron chez Morrison Construction. Je lui ai expliqué que je traversais une situation personnelle très sérieuse, qui pourrait nécessiter un peu de temps libre dans les semaines à venir. Jim est marié depuis 28 ans et a tout vu. Il m'a dit de prendre tout le temps nécessaire, que mon poste m'attendrait à mon retour. J'ai passé le reste de l'après-midi à couper méthodiquement l'accès de Jessica à tout. J'ai changé les mots de passe de Netflix, Amazon Prime, Spotify, Hulu, et de tous nos services de streaming partagés. J'ai installé une caméra connectée à la sonnette pour enregistrer tout le drame à venir. J'ai déplacé tous mes documents importants dans un coffre-fort auquel elle n'avait pas accès. Ensuite, je me suis assis et j'ai attendu l'explosion nucléaire. Jessica est rentrée à la maison à 9h20 du soir, littéralement rayonnante de sa séance avec Derek. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage était étalé, et elle portait des sous-vêtements différents de ceux qu'elle avait en partant. Cela faisait des semaines que je faisais attention aux moindres détails. Elle a essayé de commander des sushis en livraison avec la carte de crédit conjointe, refusée. Elle a tenté d'acheter du vin à l'épicerie du coin, refusé. Elle s'est arrêtée pour faire le plein en rentrant, refusé. J'ai entendu sa voiture crisser dans l'allée à 9h45. La caméra de la sonnette l'a enregistrée en train d'essayer 3 cartes différentes à la station-service avant de rentrer chez nous en panique. Elle a fait irruption par la porte d'entrée, tenant une poignée de cartes refusées, le visage rouge de rage et de confusion. « Qu'est-ce que tu as foutu avec mes cartes ?» J'étais assis sur le canapé, en train de regarder Sport Center, parfaitement calme, sans même lever les yeux de la télé. « Tes cartes ? C'est curieux, Jessica. Je ne me souviens pas t'avoir ajouté récemment sur une quelconque demande de carte de crédit. » Elle a jeté son sac à main à travers la pièce, le faisant heurter violemment le mur, assez fort pour faire tomber un cadre photo. Fais pas le con avec moi. Répare ça tout de suite. Réparer quoi exactement, ai-je enfin dit, en gardant une voix posée. La fraude à la carte de crédit que tu as commise en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Déjà signalé à la police et aux sociétés de cartes. Ou tu parles peut-être de ton abonnement à la salle? Ouais, ça aussi, c'est annulé. J'ai vu son visage traverser une gamme complète d'émotions, confusion, panique, rage, puis terreur pure lorsqu'elle a compris que je savais quelque chose. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est MON argent aussi. Ma salle. Tu es en train de me maltraiter financièrement. Ton argent? Je me suis levé lentement. Dis-moi, Jessica, c'était quand la dernière fois que tu as gagné de l'argent? La dernière fois que tu as contribué à ce foyer, autrement qu'en dépensant ce que moi je gagne, à bosser comme un taré 55 heures par semaine? Les larmes de crocodile ont commencé immédiatement. Elle avait perfectionné cette technique de manipulation avec des années de pratique. Bébé, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi tu es si cruel avec moi. Je t'aime tellement. Est-ce qu'on peut en parler calmement, comme des adultes? J'ai peur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un extrait de 30 secondes de l'enregistrement. Sa voix a rempli la pièce, cristalline, le pauvre petit ouvrier n'a aucune idée que sa reine est correctement satisfaite par un vrai homme. Mon Dieu, s'il savait que je dépensais son argent pour de la lingerie, juste pour l'enlever pour toi. La couleur a complètement disparu de son visage. Puis elle est devenue rouge vif. Puis elle a explosé comme le mont Vésuve. Tu m'as enregistré. C'est illégal.
C'est une atteinte à la vie privée. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu possèdes. En réalité, c'est parfaitement légal. Tommy t'a enregistré dans un espace semi-public pendant qu'il effectuait des travaux de maintenance. Une seule personne doit consentir à l'enregistrement, Jessica. Tu aurais peut-être dû étudier le droit au lieu de la communication. Elle attrapa son téléphone avec les mains tremblantes et appela Derek, là, juste devant moi, messagerie directe, elle réessaie, messagerie encore la messagerie, la panique dans ses yeux était absolument magnifique à observer, il ne répond pas, a-t-elle soufflé, c'est parce qu'il sait déjà ce qui arrive. Ai-je dit calmement, tu vois, Derek ne te baisait pas uniquement pour ton argent, il a au moins 4 autres clientes mariées qui reçoivent exactement le même forfait d'entraînement spécial, et tous leurs maris viennent de recevoir des fichiers audio et des photos très intéressants. C'est à ce moment-là qu'elle a complètement perdu la tête, elle a commencé à hurler que j'étais en train de ruiner sa vie, que j'étais un psychopathe, qu'elle allait me détruire au tribunal, elle a couru jusqu'à notre chambre et a claqué la porte si violemment qu'elle a fendu le cadre, je pouvais l'entendre passer des appels désespérés à Derek, à ses amis, à ses parents, en pleurant, suppliant, criant, implorant, vers minuit, elle est sortie avec 2 grosses valises, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, ce n'est pas fini, a-t-elle soufflé d'une voix venimeuse, je vais tout te prendre, la maison, ton pick-up, ton plan retraite, tout, tu regretteras le jour où tu as décidé de me faire chier. Je lui ai souri calmement, bonne chance avec ça, ton père te passe le bonjour au fait, on a eu une conversation très instructive aujourd'hui, apparemment, il n'est pas du tout surpris par cette nouvelle, elle est partie cette nuit-là, dans sa BMW, probablement pour aller loger chez une de ses amies tout aussi superficielle, le lendemain matin, j'ai changé toutes les serrures et installé un système de sécurité complet, avec des caméras couvrant chaque entrée. La guerre était officiellement déclarée et j'étais prêt à tout ce qu'elle pouvait me balancer. 2 jours plus tard, un huissier s'est présenté sur mon chantier avec les papiers du divorce. Jessica attaquait de plein fouet, elle demandait 50% de tous les biens du mariage, $3 400 de pension alimentaire par mois pendant 12 ans, la maison, les 2 véhicules, la moitié de mon plan retraite et tous les bonus et heures supplémentaires futurs. Sa requête me dépeignait comme un mari émotionnellement et financièrement abusif, qu'il avait contrôlé et manipulé tout au long du mariage, elle prétendait craindre pour sa sécurité physique et avoir besoin d'un soutien temporaire immédiat pour échapper à l'environnement toxique que j'avais créé. Son avocat était un charognard du genre publicité à la télé en journée et affiche sur les bancs d'arrêt de bus, David Goldstein, le genre de gars qui promet de défendre les droits des femmes tout en vidant les comptes des épouses désespérées. Linda Morrison a parcouru leur dossier et a éclaté de rire. Elle rend les choses beaucoup trop faciles, on dirait qu'elle veut perdre de manière spectaculaire. Nous avons déposé notre contre-requête dès le lendemain, et c'était une pure merveille, fraude, vol, adultère, vol d'identité, complot en vue de fraude, nous avons exigé que Jessica rembourse chaque centime volé, avec intérêt et pénalité, que je conserve tous les biens acquis avant le mariage, y compris la maison que j'avais achetée avant même de la rencontrer, les 2 véhicules, l'intégralité de mon plan retraite et le compte bancaire caché de $19 600. Nous avons également demandé que Jessica paie tous les frais d'avocat et de justice, plus des dommages-intérêts pour la détresse émotionnelle causée par sa tromperie et ses vols systématiques. La phase de découverte a été absolument dévastatrice pour Jessica, elle a dû remettre ses relevés téléphoniques, qui ont révélé des milliers de textos et d'appels avec Derek sur plus de 2 ans, ils planifiaient leur liaison, discutaient des moyens de maximiser ce qu'ils pouvaient m'extorquer. Élaboraient des stratégies pour me quitter tout en récupérant le plus d'argent possible. Certains messages étaient particulièrement accablants. Derek écrivait, « Tu penses qu'on peut lui soutirer combien avant qu'il se doute de quelque chose ?» Jessica répondait, « Il est tellement con, probablement encore entre 20 et 30 000, facile, peut-être plus si je joue la carte du bébé. » Derek disait, « T'es diabolique, ah, j'adore », et Jessica écrivait, « Le mal paie les factures, bébé, c'est... » Réseaux sociaux étaient une mine d'or de preuves, des publications Instagram dans des restaurants chers où je n'avais jamais mis les pieds, géolocalisés avec Derek, des photos de sacs à main de luxe et de bijoux que je ne l'avais jamais vu porter à la maison, des stories d'hôtels 5 étoiles pendant les week-ends où elle m'avait dit être chez sa sœur à Atlanta. Elle menait une vie totalement séparée, haut de gamme, entièrement financée par mon travail, tout en me disant qu'on devait faire attention au budget pour construire notre avenir. L'enquête de Dahl a fourni les preuves les plus accablantes, il les a suivis jusqu'au Marriott Downtown, où ils ont passé 2 nuits pendant qu'elle me disait qu'elle assistait à une retraite spirituelle pour guérir intérieurement. La facture de l'hôtel était de $1847, débitée sur notre compte commun. Dahl a également découvert l'ensemble du système de Derek, il gérait, en réalité, un service d'escorte déguisé en entraînement personnel, ciblant les femmes mariées dont les maris gagnaient bien leur vie. Il avait tout un processus, identifier des épouses esselées et pleines d'attentes, les isoler émotionnellement de leur mari,
puis les convaincre progressivement de payer toujours plus pour des services spécialisés. Jessica n'était pas seulement une cliente, elle était sa partenaire commerciale, elle l'aidait à repérer et à recruter d'autres épouses fortunées à la salle, elle recevait une commission. Pour chaque nouvelle cliente qu'elle lui apportait, lors de la déposition de Jessica, ce fut un désastre total, hautaine, agressive, et prise en flagrant délit de mensonges répétés. Quand Goldstein lui a demandé à quoi correspondaient les frais d'hôtel, elle a prétendu qu'il s'agissait de retraites thérapeutiques pour gérer le stress dû à notre mariage. Lorsqu'on lui a montré les textos explicites échangés avec Derek, elle a dit qu'ils avaient été sortis de leur contexte et que Derek l'aidait juste à traverser une période émotionnelle difficile. Quand on l'a confrontée aux photos d'elle et Derek en train de coucher ensemble dans l'appartement de ce dernier et prise au téléobjectif par Dahl à travers la fenêtre, elle a affirmé qu'il faisait des exercices de respiration tantrique. Linda l'a réduite en miettes. Mademoiselle Jessica, les exercices de respiration tantrique se pratiquent-ils habituellement sans vêtements? La montre à $2100 que vous avez offerte à Monsieur Derek faisait-elle partie de sa compensation thérapeutique? Peux-tu expliquer pourquoi tes retraites bien-être exigeaient l'achat de lingerie? Le juge n'en croyait pas un mot, on pouvait voir le dégoût sur son visage à mesure que les preuves s'accumulaient. Jessica n'arrêtait pas d'interrompre et de contester Linda, ce qui ne faisait que l'enfoncer davantage. Mais le moment le plus satisfaisant fut de voir l'univers de Derek s'effondrer en temps réel. Tandis que les procédures judiciaires réduisaient Jessica en miettes, j'étais en train d'orchestrer la destruction totale de Derek sur plusieurs fronts. L'enquête de Dahl avait mis au jour toute l'entreprise criminelle de Derek. Il ne se contentait pas d'arnaquer Jessica et 4 autres femmes mariées, il dirigeait un réseau sophistiqué de prostitution déguisé en coaching sportif. Derek avait convaincu ces femmes de payer pour des forfaits bien-être haut de gamme, facturés entre 5 cents et 8 cents dollars par séance. Il les avait isolées émotionnellement de leur mari, leur faisait croire qu'elles étaient spéciales, désirées sexuellement, puis les persuadait progressivement de payer toujours plus pour des services de plus en plus intimes, un comportement classique de prédateur, et j'avais la documentation complète. J'ai compilé un dossier détaillé sur l'opération de Derek, avec des photos, des relevés financiers, des enregistrements audio, des textos, des extraits bancaires, tout. Ensuite, j'ai commencé à détruire sa vie de manière systématique. Première cible, ses qualifications professionnelles. J'ai tout envoyé à l'organisme d'accréditation de l'État qui régule les coachs personnels. Ils ont lancé une enquête immédiate et suspendu la certification de Derek en attendant l'examen. Sans cette certification, il ne pouvait plus légalement exercer dans tout l'État. Deuxième cible, son emploi. J'ai envoyé le dossier complet au siège d'Elite Fitness accompagné d'une lettre expliquant qu'un de leurs entraîneurs dirigeait un réseau de prostitution dans leurs locaux. L'équipe juridique m'a appelé en moins de 24 heures. Ils ont licencié Derek immédiatement, l'ont banni de tous leurs établissements à l'échelle nationale, et m'ont même remercié d'avoir signalé le problème avant que cela ne devienne un scandale public qui pourrait détruire leur entreprise. Troisième cible, ses autres victimes. J'ai contacté les 4 autres femmes mariées que Derek arnaquait et je leur ai partagé toutes les preuves. 3 d'entre elles ont demandé le divorce dans la semaine. L'une d'elles avait dépensé plus de 73 000 $ en service de Derek sur 3 ans. Quatrième cible, le fisc. Derek dirigeait un business en liquide depuis des années sans déclarer ses revenus. L'évasion fiscale est un crime fédéral et je disposais d'enregistrements détaillés de chaque paiement qu'il avait reçu. Mais l'arme nucléaire, c'était sa femme et sa famille. Grâce à l'enquête de Dahl, j'avais appris que Derek était marié à une femme nommée Sarah, avec qui il avait 2 jeunes enfants. Sarah n'avait aucune idée de ce que faisait son mari. Elle croyait qu'il était simplement un coach personnel à succès travaillant de longues heures pour subvenir aux besoins de leur famille. Je lui ai envoyé tout, chaque photo, chaque enregistrement, chaque transaction financière, chaque message, avec une lettre expliquant que son mari gérait un réseau de prostitution pendant qu'elle s'occupait de leurs enfants. Sarah m'a appelé le lendemain, en sanglots, je n'en savais rien, répétait-elle. Je croyais qu'il travaillait dur pour nous. Elle a déposé une demande de divorce cette semaine-là et a réclamé chaque centime. En moins de 3 semaines, Derek avait perdu son emploi, sa certification professionnelle, sa femme, ses enfants, sa maison, et faisait face à des accusations pénales pour fraude fiscale et exploitation illégale d'un réseau de prostitution. Il est passé d'une jolie maison de banlieue et d'une BMW à un studio en location, et un emploi à mi-temps chez Home Depot. Son ex-femme a obtenu la garde exclusive des enfants, et il devait désormais verser 1 400 $ par mois de pension alimentaire. Mais je n'en avais pas encore terminé avec lui. Le procès du divorce était prévu pour le début du mois de décembre, mais l'avocat de Jessica s'est retiré 2 semaines avant la date d'audience. Il s'est avéré qu'elle ne pouvait plus payer les honoraires de Goldstein, et qu'il ne travaillait pas gratuitement. Sans accès à mon argent,
Jessica était fauchée. Elle a dû se représenter elle-même devant le tribunal, et c'était comme regarder un train dérailler au ralenti. Jessica est arrivée vêtue d'une robe bon marché de chez Target, l'air désespéré et négligé. Ses cheveux étaient gras, son maquillage effacé, et elle triturait ses mains nerveusement tout au long de l'audience. Le juge Martinez siégeait depuis 20 ans et avait tout vu. Il a écouté les enregistrements audio avec une expression de plus en plus esséurée. Quand Jessica a tenté d'interrompre et d'affirmer que les enregistrements étaient sortis de leur contexte, il l'a coupé net. « Madame, veuillez garder le silence sauf si je vous pose une question directe. » Linda a présenté notre dossier de manière méthodique, les preuves audio de la liaison de Jessica et de son mépris à mon égard, les relevés financiers montrant 78 000 $ de dépenses frauduleuses, la carte de crédit secrète ouverte avec mon identité volée, le compte bancaire caché contenant 19 600 $, les messages dans lesquels elle prévoyait d'utiliser une grossesse pour sécuriser une pension alimentaire. Lorsque ce fut au tour de Jessica de présenter sa version, ce fut une catastrophe complète. Elle a bafouillé que j'étais abusif financièrement parce que j'avais bloqué ses cartes de crédit, elle a prétendu que Derek l'aidait simplement à surmonter des problèmes émotionnels et que leur relation était thérapeutique. Le juge Martinez lui a posé une question directe, « Mademoiselle Jessica, avez-vous ou n'avez-vous pas qualifié votre mari de distributeur automatique vivant tout en entretenant une relation adultère ?» Jessica a répondu, « Votre honneur, cela a été sorti de son contexte. Je me défoulais juste à propos du stress conjugal. » Le juge a répliqué, « Quel contexte rend acceptable d'appeler son conjoint une machine à billets tout en commettant l'adultère ?» Elle n'avait aucune réponse. Le verdict final a dépassé toutes mes espérances. Aucune pension alimentaire pour Jessica, elle devait rembourser 28 400 $ pour la carte de crédit frauduleuse, plus 6 000 $ de pénalités et d'intérêts. Je conservais la maison, les 2 véhicules et tous les comptes retraite. Jessica ne recevait que ses effets personnels. Elle devait payer tous les frais de justice et d'avocat, soit 22 000 $. Le compte bancaire caché de 19 600 $ me revenait comme compensation pour fraude. Une ordonnance de restriction permanente l'empêchait de me contacter. Jessica a éclaté en sanglots lorsque le juge Martinez a lu le verdict. Sa mère, venue d'un autre État, a tenté de la réconforter, mais semblait honteuse du comportement de sa fille. Mais la véritable satisfaction est venue de ce qui s'est produit ensuite. Une semaine plus tard, je recevais une lettre recommandée du bureau du procureur de district. Jessica faisait maintenant l'objet d'une enquête officielle pour vol d'identité, fraude par carte de crédit et conspiration en vue de commettre une fraude. Grâce au dossier fourni par Linda, ainsi qu'aux preuves accumulées par Dal, les autorités avaient suffisamment de matière pour monter une affaire solide. Un enquêteur m'a contacté pour recueillir une déclaration formelle, ce que j'ai fourni volontiers, avec tout ce que j'avais encore en ma possession, copie des relevés bancaires, capture d'écran de messages, enregistrements audio, et même les reçus des hôtels et restaurants utilisés frauduleusement. Le plus ironique, c'est que tout cela aurait pu être évité si elle avait simplement demandé le divorce honnêtement. Si elle avait voulu partir, je ne l'aurais jamais retenue. Mais non, elle a choisi de me trahir, de me mentir, de me voler, et d'essayer de me ruiner. Alors j'ai fait ce que n'importe qui d'autre ferait avec les moyens et la détermination nécessaires, je me suis défendu. Et j'ai gagné. Complètement. Jessica, désormais sans emploi, sans argent, sans avocat et avec un casier judiciaire en devenir, s'est retrouvée à vivre temporairement chez une cousine éloignée. Son ancien cercle d'amis s'était rapidement dissous une fois que la vérité avait éclaté. Plus personne ne voulait être associé à elle. Son image publique, qu'elle chérissait tant sur Instagram, s'était effondrée. Les likes avaient disparu, les abonnés s'étaient évaporés, et ses anciennes publications avaient été inondées de commentaires sarcastiques ou outrés. Même son profil Tinder, qu'elle avait tenté de réactiver, avait été signalé à plusieurs reprises pour comportement trompeur. Quant à Derek, sa chute était encore plus brutale. Il avait été arrêté en janvier pour fraude fiscale et exploitation illégale d'un établissement de services sexuels. Il risquait plusieurs années de prison, et son procès était prévu pour l'été. Les preuves fournies par moi, combinées aux témoignages de plusieurs ex-clients et épouses lésées, constituaient un dossier accablant. Sarah, son ex-femme, avait obtenu la maison familiale et une pension alimentaire majorée. Derek, autrefois séducteur et sûr de lui, avait désormais l'apparence d'un homme brisé, hanté par les conséquences de ses actes. Pour ma part, j'ai tourné la page. J'ai pris quelques mois de congé après le verdict pour voyager, réfléchir et me reconstruire. J'ai consulté un thérapeute, j'ai renoué avec d'anciens amis, j'ai commencé à lire à nouveau, à faire du sport, à vivre simplement.
Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Plus de secrets, plus de mensonges, plus de sentiment d'être trahi en silence. J'ai appris que la vengeance n'est pas forcément bruyante. Parfois, elle prend la forme de la vérité, de la justice et d'un retour à la paix intérieure. Jessica et Derek avaient voulu jouer à un jeu cruel. Mais ils ont sous-estimé la force de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, seulement la vérité à défendre. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai dû faire, mais je ne regrette rien. Car au bout du compte, je me suis sauvé moi-même. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.